Une station de sport d'hiver suisse aux allures de camp retranché. 3000 décideurs économiques et politiques participent jusqu'à vendredi au Forum économique de Davos, la grande messe annuelle de la mondialisation libérale, à laquelle s'est joint pour la première fois aujourd'hui le président de la Chine, deuxième puissance économique mondiale. Que vous le vouliez ou non, la mondialisation est un immense océan auquel vous ne pouvez pas échapper. Personne ne sortira gagnant d'une guerre commerciale. Un plaidoyer pour le libre-échange qui fait écho à la toute dernière interview choc de Donald Trump. Le président élu, qui prendra ses fonctions vendredi à la Maison-Blanche, a une nouvelle fois prôné un retour du protectionnisme. Je crois dans le libre-échange, j'adore ça. Mais ça doit être fait intelligemment. Nous avons des centaines de milliards de dollars de déficit commercial avec la Chine, alors on peut se demander qui a bien fait de tels accords. Donald Trump menace d'imposer de lourdes taxes sur les produits chinois, mais aussi sur les automobiles allemandes qui entreront sur le marché américain. Une attaque en règle à laquelle Angela Merkel a réagi hier soir. Devant un parterre d'industriels allemands, elle s'est dit déterminée à défendre leurs intérêts et le libre-échange. Je ne sais pas exactement quelle est la bataille que nous allons mener, mais nous devons le faire par principe et je suis prête à me battre. Le protectionnisme, selon Trump, va-t-il relancer une guerre commerciale entre les États-Unis, la Chine et l'Europe? L'investiture du nouveau président américain annonce-t-elle le retour des barrières douanières et la fin du libre-échange? Bonsoir Nicolas Bouzou. Bonsoir. Vous êtes essayiste, économiste. Vous aviez publié, c'était en septembre dernier, L'innovation sauvera le monde, philosophie pour une planète pacifique, durable et prospère. Magnifique programme. Et vous considérez que le protectionnisme se traduit systématiquement par des rétorsions qui en font un jeu toujours perdant-perdant, comme on dit, là où le libre-échange est la condition sine qua non du développement économique. Pas sûr que votre voisin soit d'accord avec vous. David Kella, bonsoir. Pourquoi bonsoir. David, tout simplement. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université d'Angers. Vous faites partie des économistes atterrés. Vous êtes co-auteur avec Coralie Delhomme de La fin de l'Union européenne, paru là, il y a quelques jours. Cette année, vous êtes favorable au protectionnisme s'il ne s'accompagne pas de mesures protectionnistes agressives comme celles que promeut Donald Trump, par exemple, mais s'il est accompagné par des mesures raisonnables qui respectent les normes environnementales et sociales. Et enfin, à côté de vous, Elvire Fabry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheur à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes spécialiste des relations extérieures de l'Union européenne. Et selon vous, ce qui s'exprime avec Donald Trump et les menaces qu'il brandit, c'est une inquiétude plus profonde de la part des classes moyennes qui se préoccupent des effets négatifs de la mondialisation. Il y a des questions de fond qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il ne faut pas balayer. On y reviendra avec vous, évidemment. En attendant, on a des questions, Nadia. Oui. Alors, laquelle avez-vous sélectionnée? Question téléspectateur que voici. Qui a le plus à perdre si les États-Unis mettent réellement en œuvre le protectionnisme promis par Trump? Nicolas Bouzou, on s'y perd un peu dans la liste des ennemis de Trump. Qui l'a dans le viseur précisément? Le Mexique, la Chine? Alors, pendant sa campagne électorale, il a essentiellement parlé du Mexique et de la Chine, avec peut-être une composante un peu spécifique pour le Mexique qui concerne aussi les flux migratoires, pas seulement les biens et les services. Et ce qu'il faut savoir, je crois d'ailleurs que c'est un cas unique dans le monde, c'est que l'intégration des États-Unis et du Mexique, enfin des États-Unis du Sud et du Mexique, l'intégration économique est poussée à un point qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il s'agit du même pays et il y a énormément d'échanges. Mais pour répondre à votre question, oui, il a dans le collimateur le Mexique. La Chine, il en a beaucoup parlé, il en a reparlé d'ailleurs récemment, y compris dans l'interview du New York Times. Et puis ce qui est peut-être un petit peu nouveau, aussi, oui c'est ça, l'Union européenne, c'est-à-dire au fond tout le monde, il défend une politique protectionniste par rapport au fond à toutes les grandes zones qui commercent avec les États-Unis. Alors, on a un chiffre. On a un chiffre, le chiffre du jour. Oui, c'est 35% de taxes, de droits de douane. C'est ce que promet Donald Trump pour toute voiture importée d'Allemagne, les BMW, les Mercedes, aux États-Unis. Et 35%, c'est au-delà de tous les accords, de l'OMC, aussi des accords transatlantiques. Est-ce que c'est la fin, le début de la fin du multilatéralisme économique, David Kayla? C'est sûr que c'est contraire, comme vous l'avez dit, aux règles, aux droits de l'OMC. Alors,
Je ne pense pas que les États-Unis vont sortir de l'OMC pour autant, mais clairement, moi j'ai l'impression que Donald Trump essaie de construire un rapport de force. Pour l'instant, il est que dans le discours, on ne sait pas encore concrètement ce qu'il va faire, mais je vous rappelle que ce n'est pas la première fois que les États-Unis imposent des droits de douane comme ça soudainement. Il y a très longtemps. Non, pas il y a très longtemps. Régulièrement quand ils en ont besoin. George Bush a mis, dès qu'il est arrivé en fonction en 2001 exactement, il a mis des droits de douane sur l'acier très élevés. Ça a entraîné des mesures de rétorsion. Le président américain peut monter les droits de douane comme ça sans avoir l'accord. Il n'y a pas besoin d'accord pour quand on contrôle sa politique commerciale, on n'a pas besoin de demander l'autorisation. Par contre, il y a après des mesures évidemment de rétorsion qui peuvent être prises par les partenaires, par l'Europe ou par la Chine. Donc tout le problème, Et là, c'est crédible, par exemple, de décider, voilà, pour toute Mercedes, on passe de 15 à 35%. Oui, non, mais c'est crédible parce que. Et ça pourrait être efficace. Vous qui défendez d'une certaine façon une possibilité d'un protectionnisme d'une autre nature, on imagine. Oui. Est-ce que ça peut être efficace? Non, mais moi pour l'industrie américaine. Oui, moi je pense que ça peut être efficace. En l'occurrence, 35%, c'est pas non plus totalement excessif. Je veux dire, c'est pas sur l'acier, ce que George Bush avait fait, c'était beaucoup plus important que ça. C'était quasiment, je crois, un doublement du prix. 35%. Après, le problème, c'est que sans politique industrielle derrière, les droits de douane ne suffisent pas pour relancer l'industrie automobile. Si en plus ils taxent des voitures de luxe, qui de toute façon l'effet prix n'est pas très élevé, ça va pas empêcher les Américains de consommer des voitures encore, et des voitures allemandes. Par exemple, en France, la matière la plus taxée, c'est quand même le pétrole. Et le pétrole, on en importe à fond. Donc c'est pas parce qu'on a taxé que forcément. Parce qu'on n'a pas le choix. Il nous en faut du pétrole, alors qu'on peut choisir une autre voiture qu'une voiture allemande. Il leur faut des voitures allemandes aussi. Elvire Fabry, votre voisin vient de dire, a priori, ils ne sortiront pas de l'OMC. Est-ce que vous en êtes aussi sûr? Et est-ce que l'Amérique peut décider de sortir de l'Organisation mondiale du commerce? Et est-ce que ce serait la fin de l'OMC dans ce cas? On voit bien qu'actuellement, Trump affiche une certaine défiance vis-à-vis de toutes les organisations internationales. Un coup, c'est l'OTAN, une autre fois, c'est l'OMC. Aujourd'hui, il parle ouvertement de la déconstruction de l'Union européenne. Enfin, tout ce qui est armature institutionnelle de l'ordre libéral de post-Deuxième Guerre mondiale, il l'a dans le collimateur. Il a en effet beaucoup de marge de manœuvre pour ce qui est d'augmenter les tarifs, pour ce qui est de remettre en question des accords de libre-échange Canada-Mexique. L'OMC est un peu dans la série, parce qu'évidemment, il voudrait aussi pouvoir s'affranchir de tout ce qui serait contentieux, qui serait porté, que ce soit par la Chine, par d'autres pays tiers. Donc on voit que il peut juridiquement en sortir, il en a lui-même la Et alors là, c'est l'effondrement de l'OMC, parce que c'est quand même les premiers contributeurs. Oui, c'est en fait une sorte de décrédibilisation finalement du fonctionnement même de la machine. Enfin, on voit bien que la machine qui a des gros défis, encore des gros dossiers sur toute une série d'enjeux, sur les services, sur les biens environnementaux, enfin des négociations qui sont en cours, elle pourrait être décrédibilisée d'autant plus qu'il y a ce fameux dossier également avec la Chine de reconnaissance ou pas du statut de marché de la Chine. Nicolas Bouzou ? En fait, ce que combat Donald Trump, c'est pas simplement l'OMC, c'est ça ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, c'est le multilatéralisme en règle générale. C'est-à-dire qu'on a gouvernance mondiale économique. On a essayé de construire après la Deuxième Guerre mondiale des institutions internationales qu'on peut critiquer, qui ont plus ou moins bien fonctionné, FMI, Banque mondiale, OMC, on a développé l'ONU, qui a plein d'agences dans le domaine de la santé, de la culture, etc. Bon, on peut critiquer, évidemment, ce sont des bureaucraties qui fonctionnent pas toujours bien, mais enfin, ça a permis quand même de civiliser un peu le monde et d'avoir un espèce de début d'ordre juridique. Il veut revenir à l'ordre du Far West. Mais complètement. Et là, il veut absolument sortir de tout ça. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, c'est que c'est au nom d'une lutte contre la mondialisation, contre les effets de la mondialisation. Bien sûr. Mais bien sûr. Alors que c'est l'inverse. Non, mais le problème de l'OMC, c'est que déjà, elle fonctionne plus tellement bien. Je veux dire, ça fait très longtemps qu'on n'arrive plus justement. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord. La fin du multilatéralisme, elle est déjà là. Je veux dire, on ne fait que des accords commerciaux bilatéraux maintenant. Donc, on n'a plus d'accords commerciaux multilatéraux comme on avait du temps du GATT et jusqu'aux derniers accords de l'OMC. Et donc, il prend acte de le la GATT, décrépitude. c'est ce qu'il y avait avant l'OMC. C'est-à-dire que du coup, il prend acte du fait que maintenant, on a un monde multipolaire avec une reconcentration des pouvoirs politiques et donc les États-Unis sont plus dans une attitude, de mon point de vue, leadership du monde. Il y a une forme d'isolationnisme et ils défendent leurs intérêts industriels et autres. D'accord. Alors, on va faire un petit détour par quelqu'un qui s'appelle Wilbur Ross, qui est le futur ministre du commerce américain, enfin il le sera dans 2 jours, de Donald Trump, et qui sera donc de facto le porte-étendard du protectionnisme et de la lutte contre la délocalisation. Et ce Wilbur Ross n'est pas clair du tout sur la question, loin s'en faut. Regardez, oui, il a un beau prénom.
Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que Donald Trump entame la croisade du Made in America, son prochain ministre du Commerce est surnommé Monsieur Protectionnisme. Alors, faut-il crucifier Wilbur Ross? Sauf croche-pied du Sénat, Wilbur Ross sera confirmé demain secrétaire américain au commerce. Il a été banquier d'affaires S-faillite, puis repreneur d'entreprises, dont certaines doivent leur survie aux droits de douane. Avec Wilbur, le libre-échange n'a qu'à bien se tenir. Ross fait partie de ces élites aux poches pleines, les siennes débordent de 3 milliards de dollars, Oni de Trump, mais nommé au poste clé. Wilbur se rêvait romancier, mais plus banque que saltimbanque, il achète aujourd'hui des Magritte par wagon et des maisons à 12 chambres. Après 12, c'est trop, non? Tu croises des gens dans le couloir, tu sais pas qui c'est, en peignoir, bonjour monsieur. Bah en plus, ça se trouve, c'est même pas des milliardaires. En plus. Avec son fonds vautour, Will a liquidé, parfois sauvé, équipementier auto, mine ou usine textile, bien que la coupe de ses pantalons en laisse douter. Pourtant, celui qui devra implémenter la politique du chantage aux sociétés délocalisées a lui-même relocalisé 2700 jobs hors des USA depuis 2004. Eh bien, va falloir que je me fasse du chantage à moi-même. Wilbur, je te promets que si tu délocalises... Non, non, Wilbur, pitié, fais pas ça! Bon, ok, Wilbur, c'est bon pour cette fois, mais parce que je t'aime bien. Tant pis pour la cohérence, Ross et Trump sont deux vieux amis. Quand Trump était en faillite avec un casino, le banquier avait adroitement permis au bétonneur de garder son nom et sa marque. Un petit protectionnisme entre amis, sans barrière morale et totalement dédouané. Merci Thibault Nolte. David Kella, on sent venir un drôle de mélange, la dérégulation financière et le protectionnisme. Et oui, c'est la piraterie. Ça va être terrible. C'est un peu paradoxal. En fait, si on devait réfléchir sur ce que c'est que le protectionnisme, pour moi, c'est tout ce qu'il y a entre le libre-échange intégral et l'autarcie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons d'être protectionniste. Et quelque part, le fond de commerce du protectionnisme, c'est le marché est efficace. Et donc, si le marché n'est pas efficace, je veux dire. Et donc, si Trump est protectionniste, il devrait considérer que le marché n'est pas toujours efficace et donc vouloir réguler la finance, mais il fait l'inverse. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre comme modèle de cohérence politique, ni comme système à penser l'économie. Hein. Nicolas Bouzou. Non mais il y a aujourd'hui eu, je trouve, un événement absolument extraordinaire quand même. C'est le discours c'est le discours du président chinois, bien évidemment, en ouverture de Davos. Mais plus que ça, c'est-à-dire que son discours, qui était un discours fleuve, un peu à la Fidel Castro, là d'ailleurs, qui mélangeait tout un tas de choses, c'était absolument à Davos, fascinant. À l'ouverture de Davos. Oui, en ouverture de Davos, mais il s'est fait le chantre du libre-échange, de l'accélération de la transition énergétique. C'est-à-dire qu'il a dit que l'accord, ces termes, c'est la COP 21, les accords de Paris, sont un accord magnifique. Et il faut le respecter. Et le chantre du multilatéralisme. C'est-à-dire qu'on voit bien... Alors je veux pas pontifier, oui, c'est ça, mais un très grand historien qui s'appelait Fernand Braudel, qui expliquait qu'à chaque grande mutation économique, finalement, le centre de ce qu'il appelait l'économie monde basculait. Et moi, j'ai vraiment eu cette impression, honnêtement, historique aujourd'hui, de voir devant moi le centre du monde bascule, c'est-à-dire le renfermement américain et l'ouverture chinoise, alors avec toutes les limites qu'on peut mettre sur le gouvernement chinois. Opportunisme, remplir, remplir une place diplomatique. Mais le mouvement, on ferme un peu d'un côté, on ouvre un peu de l'autre. Je trouve que c'est quand même fascinant. Elvire Fabry, votre diagnostic sur cette bascule? Là, on parle de le rôle de l'Europe d'ailleurs, entre parenthèses, par rapport à cette bascule. Indéniablement, Trump s'est entouré de personnalités qui affichent une tonalité protectionniste. Maintenant, il va falloir voir quand même quelles sont les résistances qu'il peut y avoir au niveau du Congrès. Parce que quand on voit les déclarations qu'a fait Paul Ryan, qui a pris la tête de la Chambre des représentants début janvier, qui dit qu'il n'est pas favorable à l'augmentation des tarifs, quand on voit que le président de la Commission des Finances, Kevin Brady, souligne que c'est bien de produire davantage aux États-Unis, mais qu'il va falloir exporter, parce que l'appétit de consommation... Oui, il va y avoir quand même un débat. Il va y avoir des tensions au sein même du Parti républicain. C'est pas parce qu'il y a une majorité républicaine qu'il va être suivi d'entrée de jeu. Et en effet, la question va être un petit peu plus problématique sur les mois qui viennent. Thomas Legrand. Oui. On se reporte un petit peu aux effets que ça aura sur nous. L'inversion des pôles brodéliens. Marine Le Pen, chez nous, maintenant, regarde à l'ouest et trouve son inspiration aux États-Unis. C'était ce matin. Au micro d'RTL. Ce que fait Trump m'intéresse, et pour cause, puisqu'il met en place la politique que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, et notamment la politique de
patriotisme économique, de protectionnisme intelligent. Il a quand même réussi à obtenir en un tweet des résultats spectaculaires. Toute une série d'ailleurs d'entreprises annoncent qu'elles reviendront sur le territoire américain pour créer des emplois. Bon, David Kella, le spécialiste du protectionnisme, est favorable au protectionnisme, une certaine forme de protectionnisme. Est-ce que Marine Le Pen peut s'inspirer des méthodes trumpiennes? En tout cas, je ne suis pas spécialiste de ce que doit faire Marine Le Pen. Hein, mais non, mais bon. Elle parle des relocalisations. Non, mais elle parle de résultats. Bon, pour l'instant, il est pas en fonction. Hein. Oui, mais d'accord. Mais enfin, pour l'instant, c'est que des menaces. On a surtout une forme de rapport de force. Voilà, il promet des taxes, mais il n'y a pas de vote. Moi, je ne sais pas. Par contre, ce que je veux dire, c'est que à la fois chez Trump et chez Marine Le Pen et chez un certain nombre de personnes, je trouve qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose, c'est-à-dire sur la désindustrialisation des États-Unis et sur aussi, je pense qu'il faut avoir conscience de ça, le protectionnisme d'aujourd'hui n'est pas le protectionnisme d'hier. Enfin, excusez-moi, le libre-échange d'aujourd'hui n'est pas le libre-échange d'hier. Je veux dire par là que... Les peuples le demandent aussi. Non, mais avant, on pensait, quand on pense au libre-échange, on pense aux circulations des marchandises, vous voyez, des produits finis. Mais quand même, dans les années 90, on a vu, quand même, avec une mondialisation qui s'est accélérée, et en fait, on a basculé d'un protectionnisme, d'un libre-échange, décidément, des marchandises, à un échange des facteurs de production. C'est-à-dire du capital qui va aller là où les profits sont les plus élevés, c'est-à-dire là où les c'est pas que la financiarisation. C'est-à-dire que maintenant, l'organisation d'une entreprise, c'est je vais produire tel ou tel élément dans tel ou tel pays en fonction des coûts de production, c'est-à-dire en fonction des normes sociales et environnementales qui sont dans ces pays. Et plus elles sont basses, plus ça va être rentable de produire là-bas. Et donc, on a un système où chaque pays est en concurrence très dure les uns par rapport aux autres, et y compris même dans l'Union européenne, au sein de l'espace européen, où on a du dumping qui se crée, fiscal et social. Et je pense que les gens, ils ont conscience de ça, ils ont conscience que les dés sont pipés, que les règles des uns ne sont pas les règles des autres. Et c'est en fait cette révolte qu'elle produit à la fois... alors pour l'instant, ça se traduit... C'est populaire, Nicolas Bouzou, c'est populaire finalement. Ça ne m'a pas Trump échappé, a été élu, et si Marine Le Pen a le vent en poupe... aussi sur cette méfiance, cette défiance de la mondialisation. Non, mais attendez, la vérité, c'est que l'articulation, c'est pas que la mondialisation d'ailleurs, en réalité, c'est l'articulation de la mondialisation et de cette grande vague d'innovation technologique, mais comme à chaque fois dans l'histoire, l'Antiquité, la Renaissance, le 19e siècle, c'est toujours pareil, ce sont des périodes où le nationalisme monte beaucoup parce que ça génère une inquiétude très importante, même si, in fine, le résultat pour l'humanité, il est plutôt favorable. C'est mieux après la Renaissance qu'à la fin du Moyen-Âge. C'est mieux après l'Antiquité qu'avant l'Antiquité. Voilà. Mais sur le moment, cette transition, elle est très douloureuse. Et je suis d'accord, elle fait des perdants. Donc je n'élude pas ça. Mais bien sûr, et je n'élude pas ça du tout. Il faut bien évidemment leur adresser un discours. Parce que si on ne leur adresse pas de discours, justement, ce qui se passe, c'est qu'ils votent pour Donald Trump, pour Marine Le Pen. Il ne faut pas leur adresser seulement des mots. C'est les deux. Non, mais c'est un discours et des solutions. On ne se paye pas que de mots. Mais les solutions passent par la régulation passe par le protectionnisme. Je suis désolé. Mais dire Fabrice sur cette question, et après on avance. Ce qui est certain, c'est que le discours de Marine Le Pen, qui s'aligne sur celui de Trump, est quand même dans le déni de ce que sont aujourd'hui les chaînes de production internationales. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de lever le pont-levis sur les importations, c'est qu'à ce moment-là, on pénalise les exportations et même les producteurs nationaux. Et là, on le voit dans le cadre de l'automobile aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de pièces détachées qui sont importées, mais qui repartent à ce moment-là, qui sont réexportées, qui font partie des quotas d'exportation américains. Et puis par ailleurs, on rentre quand même dans une nouvelle génération de négociations commerciales dans lesquelles il y a des ambitions de régulation beaucoup plus fortes, que ce soit sur le volet environnemental, le droit du travail et autres. Alors, on parlait de la voiture, on va parler maintenant de la pétrolette. Le Solex, racontez-nous l'histoire du patriotisme économique rapporté au Solex. Une relocalisation qui marche. Madame. Ouais, exactement. Alors le Solex, c'est donc cet hybride entre le vélo et la mobilette, une espèce de vélo électrique. Sa fabrication... Non mais Nadia, vous avez 18 ans. Non mais alors là, on a parlé. Le choc des générations. Parce que la fabrication en France s'est arrêtée en 88 avant d'être relancée très mollement en Hongrie et puis en Chine. Et puis on se souvient qu'en 2013, Arnaud Montebourg avait rejoué les mannequins cabines du Made in France. Il avait enfourché un Solex pile au moment où il y avait des caméras. Ça se passait au Bourget. Et c'est un happening qui avait pour but de faire donc la pub de la relocalisation d'une partie de la fabrication du Solex de la Chine vers Saint-Lô
dans la Manche, grâce notamment à un prêt de 1,3 million d'euros de la Banque publique d'investissement, ce qui avait fait dire à Montebourg que la finance, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Là, c'était la bonne. Et en tout cas, 3 ans après, le bilan est très positif. On est passé de 7 emplois en France à près d'une cinquantaine. L'entreprise a vu son chiffre d'affaires augmenter de 30% en 2016 à plus de 10 millions d'euros. Et la prochaine phase, c'est l'exportation, notamment vers la Turquie. Nicolas Bouzou, est-ce que c'est un exemple ou est-ce que c'est un modèle ou c'est une exception, pardon, aidé par... Non, mais c'est formidable. C'est très bien qu'il y ait des relocalisations, c'est absolument formidable. Ça concerne quelques centaines ou quelques milliers d'emplois. Je donne juste un chiffre. Juste un chiffre quand même. L'économie française, elle détruit 10 000 emplois par jour. Heureusement, elle en recrée à peu près 9 000, 9 500, mais elle en détruit 10 000 par jour. Donc le problème de ce type de politique, de volonté de relocaliser, etc., c'est très bien, mais si on veut vraiment avoir des politiques extrêmement efficaces qui jouent sur les grands nombres, ce sont des politiques de formation, ce sont des politiques... Enfin, je veux dire, parlons... Allez, je vais même pas faire mon couplet libéral parce qu'on va encore dire que... Mais alors, parlons d'apprentissage, Non, mais parlons d'apprentissage, parlons de formation continue, parlons, allez, soyons fous, c'est moi qui le dis, d'investissement public, pourquoi pas, mais beaucoup plus pitié que d'une guerre commerciale qui va tous nous faire descendre. Non, mais il ne s'agit pas forcément de guerre commerciale. Tout à l'heure, on parlait de pont-levis pour le protectionnisme. On va se couper du monde. Mais quand on dit qu'on va faire une taxe de 35% sur le véhicule, on ne se coupe pas du monde. On essaie de réguler les systèmes en essayant de rééquilibrer. Il faut être américain. Les Français diraient ça, le rapport de force ne serait pas le même. Les Américains sont puissants, ils peuvent faire ça. Imaginez que les Français... C'est pour ça que le parallèle avec Marine Le Pen peut être un peu compliqué. Imaginez que Marine Le Pen dise on augmente les taxes de 35%. Elle n'aurait pas la marge de manœuvre de le faire déjà, parce que c'est une décision qui se fait au niveau européen. Donc de toute façon, au niveau national, dans le cadre, oui. Avec Marine Le Pen, ça va avec la sortie de la France de l'Union européenne. Le protectionnisme, c'est quand même, tel qu'on le voit naître en ce moment, c'est quand même pour les plus forts. Non, je ne crois pas. Au contraire, je pense que, par exemple... créer des rapports de force partout. Non, mais on peut créer encore une fois, tout dépend de la manière dont on l'organise. Tout à l'heure, on rappelait que pour produire, je sais pas, une voiture, par exemple, en France, il faut forcément des pièces détachées qui viennent d'autres pays. Mais le protectionnisme ne s'applique pas uniformément à tous les produits. L'idée, c'est de reprendre la main, c'est-à-dire de recontrôler, de remettre de l'intervention publique dans un système qui, pour l'instant, est régulé exclusivement par le marché. C'est-à-dire que, encore une fois, les pays qui ne jouent pas le jeu sont les gagnants. Je veux dire, ce sont eux qui baissent les salaires. On voit d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui dans les politiques européennes. On baisse les salaires en Espagne, on baisse les salaires en Italie, avec des lois de travail qui sont très très dures, et y compris d'ailleurs on essaie de le faire en France. Et donc forcément à la fin, ceux qui gagnent au niveau des exportations, c'est ceux qui ne jouent pas le jeu. Donc rétablir l'équilibre en faisant le droit de douane, c'est... Nicolas Bouzou n'est pas d'accord. Mais non, parce que... Et c'est vous qui conclurez. Non, parce qu'on ne les baisse pas en Autriche, on ne les baisse pas en Pays-Bas, par exemple, où les salaires sont même plus élevés qu'en France, où il y a la même protection sociale, et où il y a une industrie qui est aussi beaucoup plus importante qu'en France. Donc il n'y a pas que la question des prix. Et puis, une mesure protectionniste, les gens ne sont pas naïfs, elle est toujours suivie par une mesure de rétorsion. Et c'est ça le problème. C'est là où on aboutit finalement à un jeu qui est un jeu à somme négative. On fait une discussion et on prend les choses ensemble. Très bien. Un mot pour conclure, Elvire Fabry ? L'Union européenne est beaucoup plus dépendante du commerce extérieur que ne le sont les États-Unis. Donc il y a aussi quelque chose, ça aurait une portée beaucoup plus importante au niveau de l'Union européenne de se fermer du marché extérieur. C'est le mot de la fin. Merci à tous les trois.